La convention collective est un accord collectif entre d'une part un employeur avec ses travailleurs ou un groupe de travailleurs soit d'une entreprise ou d'un secteur donné. Et cet accord-là consacre ou donne beaucoup de détails sur les avantages que les travailleurs doivent bénéficier par rapport à l'exercice de leurs fonctions dans cette entreprise-là. Et de ce fait, chaque travailleur, normalement, doit ou devait connaître, au cas où l'entreprise dans laquelle il travaille est signataire d'une convention collective. Mais cela est lié à des choses. Le fait que les gens ne maîtrisent pas, ce n'est pas nécessairement la faute des syndicats. Parce qu'il y a une chose, les Congolais n'aiment pas lire. Je vous dirais, je peux te montrer, j'ai des conventions ici sur ma table. Dans plusieurs entreprises, nous avons signé des conventions avec pompe et médiatisées. À l'occasion des signatures, on a appelé les travailleurs, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont vu la convention. Mais il y a une chose, les Congolais n'aiment pas lire. Les Congolais, c'est comme dit une tradition, je ne sais pas, c'est une légende, une tradition, dit si tu veux cacher quelque chose à un Congolais, mets ça par écrit, donne-le lui. Ne lui cache, donne-le lui. Mais ne t'inquiète pas, parce que par la suite, il ne va pas lire. C'est au fait ce problème-là. Parce que si vous dites que les syndicats ne font pas ce travail-là, moi je m'inscris en faux, parce que les contrats, c'est le contrat du travailleur. Si les travailleurs ne savent pas qu'il y a une convention qui existe, ça c'est un problème. Mais lorsque les travailleurs sont, et parfois même dans beaucoup de lettres, soit quand le syndicat les aide à écrire, il dit toujours conformément à l'article de la convention, ces gens lisent leurs lettres, ils voient qu'il existe une convention. Mais dans la pratique, les gens n'aiment pas lire. Comme on le dit, les gens aiment boire, aiment la musique, aiment le football, sauf ce qui est vraiment essentiel pour leur vie. Ils ne veulent pas se cultiver, ils ne veulent pas lire. C'est vraiment les grands problèmes, c'est celui-là. Parce que c'est comme ici chez nous. La RDC a une constitution. Vous êtes journaliste, je vous mets au défi, prenez votre micro-baladeur, posez la question au commun des Congolais. Je vous dis, sur 100% des Congolais qui savent lire et écrire, je vous dis, si vous arrivez même à 5% des gens qui ont lu la convention, alors dans ce cas, ce serait un miracle. Ce serait alors un miracle. Les gens n'aiment pas lire, les gens n'ont pas la culture de lire, et même les universitaires, dès qu'ils quittent les bancs de l'école, dès qu'ils quittent l'université, ils rompent avec la lecture. Ils rompent avec les romans. Nous, quand on était élèves, et on nous donnait des dissertations, on nous obligeait, quand on rentrait en vacances, on dit, vous devez lire 2 ou 3 romans. Et au retour des vacances, on doit vous poser des questions. Quels sont les romans que vous avez lus? Mais est-ce que cette tradition-là existe encore? Pas du tout. Comment voulez-vous qu'est-ce que le syndicat va faire face à une telle culture? Dites-moi. Ça, c'est quelque chose de culturel, quelque chose de général. Ce n'est pas lié à un domaine, soit-il l'entreprise ou le syndicat, mais c'est lié à la vie de toute la nation. Vous arrivez même au Parlement, il y a des parlementaires qui ne maîtrisent pas les lois qu'ils ont votées eux-mêmes. Vous posez la question là-dessus, ils n'en savent presque rien. Certains en savent un peu, un petit nombre en connaît le contenu, la majorité pas du tout. Donc c'est un problème vraiment culturel. Les étudiants, les professeurs, combien de professeurs publient? Tu le sais, pourquoi on ne publie pas? Parce qu'on ne lit pas, on n'a pas suffisamment de temps pour lire ou on ne se donne pas le temps pour lire. Même les chrétiens, combien de chrétiens lisent la Bible? Qui est vraiment leur... Combien de musulmans lisent leur Coran? Combien? La question est vraiment, c'est un problème du Congo, c'est un problème culturel. Moi je pense que le gouvernement, le ministère, il y a un ministère qui a dans ses attributions quelque chose de droit civique, citoyenneté. On doit en tout cas faire appel aux professionnels, aux professeurs, aux sociologues, c'est-à-dire que les gens se réunissent. Il faut que
les gouvernements se rendent compte de cette situation et créent une culture ou des programmes ou des spéciales qui aident les gens à lire, Les gens ne lisent pas du tout. Donc, ce n'est pas pour prendre, disons, une défense, parce que nous sommes syndicats, mais je reconnais aussi, il y a aussi dans certains cas, certaines faiblesses liées à la non-sensibilisation des travailleurs. Ça existe aussi, certains travailleurs de bonne foi ne sont pas au courant. Par exemple, une entreprise nationale, la convention est signée ici à Kinshasa, ceux qui sont à Aru, ceux qui sont à Goma, à Butembo, à, comment dirais-je, à Dilengue, à, je ne sais pas, à Idiofa, à Uvira, ils ne sont pas au courant qu'il y a un texte qui existe. Pour cela, oui, on peut responsabiliser les syndicats, on peut responsabiliser l'employeur. Il faut faire un effort pour vulgariser ces textes-là. C'est vraiment très important. Et d'autres travailleurs ici aussi, pardon, c'est parce que dans leur entreprise, il n'existe pas de convention. Et pourquoi ça n'existe pas? Comme ils ne connaissent pas ce qu'il y a des travailleurs qui ont fait 10 ans dans sa vie, ils ne savent pas ce que c'est. Si tu lui poses la question sur la convention, il te dit, il ne sait même pas ce que c'est quoi une convention collective. Il ne sait pas. Et encore une fois, de tels travailleurs, quand c'est évident, quand tu parles de ça, et puis il va te dire c'est quoi ça, ce que tu me demandes là, c'est quoi. Bon, là, c'est aussi un problème de culture. Normalement, un travailleur doit être en mesure de s'informer non seulement dans son entreprise, mais demander ses voisins, l'entreprise qui est à côté d'eux, qu'est-ce qui se passe là-bas chez eux, quels sont les avantages, comment ça se passe, comment le syndicat est organisé, ainsi de suite. Donc, encore une fois là, il y a une responsabilité, quelque chose aussi de culturel, qui est lié à notre manière de vivre, nous, au Congo, qui n'est pas la bonne. Encore une fois, la même difficulté, c'est un peu lié. La justice est une partie de la société congolaise. La justice congolaise fait partie intégrante de la culture congolaise. Et donc, ce que nous avons dit pour les communs des Congolais s'applique mutatis mutandis, comme on dit, en justice. Qu'est-ce que je veux dire? Même en justice, il y a des magistrats aussi qui ont des lacunes pour, n'est-ce pas, les droits du travail en général. La convention collective fait partie du droit du travail. Et le droit du travail est un droit particulier. Ce n'est pas un droit général. C'est-à-dire qu'il faut se spécialiser. Normalement, les magistrats ou les avocats doivent se spécialiser dans ces domaines pour prétendre avoir des connaissances dans ces choses-là. Parce que quand il y a des procès, souvent nous sommes étonnés de voir la prestation de certains magistrats, de certains avocats qui ne maîtrisent même pas les notions de droit élémentaire du travail et qui vont amener des conseillers juridiques, tout ce qui amène des confusions dans la tête même de leurs clients qui sont les employeurs. Et donc, la justice elle-même a des problèmes. Le premier problème de notre justice, tu sais, c'est la corruption. Et ça, même le chef de l'État a eu à le dénoncer plusieurs fois. Et tous les Congolais, si vous prenez votre micro, tous les Congolais, y compris les magistrats eux-mêmes, sont conscients que leur secteur est gangréné par la corruption en outrance. Alors, lorsqu'on parle de la corruption, est-ce que là, on peut parler d'une bonne justice ou de bons jugements? On ne peut pas parler dans ces circonstances. Maintenant, pour les rares magistrats qu'on peut avoir, qui ne sont pas trempés dans la corruption, oui, effectivement, ils aident aussi. Ils aident, dans certains cas, l'application, parce qu'en matière de droit, il est dit, la loi des partis constitue une loi pour ceux qui l'ont signé. C'est-à-dire, l'employeur
et les travailleurs, quand ils ont signé une convention, cette convention devient une loi au même titre que les droits communs, que les ceci, ça devient au même profit. Alors, est-ce que maintenant, la justice facilite la tâche dans les contentieux qui naissent des faits des conventions collectives? Je dirais oui ou non, mais à un grand pourcentage, c'est non. Non, pourquoi? Parce que, la justice est vraiment corrompue. On ne rend pas vraiment la justice pour la justice. Parfois, on rend la justice pour les plus forts ou les plus nantis. Deuxièmement, parce que aussi, nos magistrats ne se donnent pas beaucoup d'exercice de s'informer dans le domaine du droit du travail, lire tous ces textes-là. C'est à peine lorsqu'il y a, par exemple, un contentieux où on est en justice qu'un magistrat prendra les extraits de la convention collective, il les lit pour, n'est-ce pas, la circonstance et pour s'en défendre ou puiser certaines choses, mais pas pour maîtriser et vivre maintenant avec ça comme fait de la société. Donc cette difficulté-là fait que au niveau du pays, au niveau de la justice, il y a des répercussions sur la manière de rendre cette justice-là qui n'est plus la justice, la justice dans notre pays devient de l'injustice. Donc, on ne rend pas les droits, mais on rend l'injustice. Donc, c'est ça le vrai problème global de notre société. Et la justice n'en est pas en reste. Nous étions contents par le fait que les contextes, même, les concepts plutôt, soient acceptés. Le fait qu'on accepte qu'il faut instituer les tribunaux du travail. Parce que les tribunaux originaux sont trop lourds, sont lents, sont trop longs dans les procédures par rapport à choses. Maintenant, par rapport au cas, par rapport à l'étendue, au problème, on a fait une œuvre symbolique, c'est-à-dire il y a juste un tribunal ici à Gombe, à la Gombe je crois, et à Matete. Je ne sais pas si Matete a commencé à fonctionner, à Gombe oui ça fonctionne, mais un seul tribunal, pour les tribunaux ordinaires, ici à Kinshasa il y en a combien? Il y en a Matete, Lemba, Limete, Gombe, Kalamu, Kingasani, Maluku. Donc on a un peu, pour une ville de 10 millions d'habitants, vous comprenez? Et si probablement on peut avoir 2 ou 3 millions de travailleurs, bon, travailleurs, je prends tout le monde y compris, et ceux qui exercent quand même une activité rémunérative. Donc, si on va dans les 2 millions, 3 millions, quand on est devant un seul tribunal, vous comprenez que ça pose problème. Le problème d'accumulation des contentieux, le problème de la lenteur administrative, parce que c'est le même magistrat ou un groupe de magistrats qui a autant de dossiers, 10 000 dossiers, 1000 dossiers, il ne peut pas les impulser en si rien de temps. Donc, il va traîner les pas. Donc, par rapport à cela, non, la satisfaction n'est pas n'est pas encore là, parce qu'effectivement, il y a un peu de lenteur, ça traîne un peu, mais le fait qu'on a déjà commencé, c'est déjà quelque chose. C'est déjà positif. Eh bien, le reste, c'est le jeu des acteurs sur terrain. Il faut accélérer les pressions pour qu'on puisse augmenter et élargir ces tribunaux-là. Donc nous n'avons pas festoyé parce que nécessairement on a des solutions, mais au moins on a dit, ah voilà, il y a les voies des solutions. Donc cette voie-là peut donner la solution. C'est dans ce sens-là que les gens ont festoyé. Mais maintenant, la pratique, le terrain, c'est autre chose. On va voir et il faut aussi donner un peu du temps au temps. On vient d'instituer cette justice-là, ça va comme ça commencer à fonctionner. Ça n'aura pas une vitesse maximale en une année.
ils doivent acquérir de l'expérience. C'est une nouvelle expérience qu'on a tentée. Ça va prendre un peu de temps, il y aura des erreurs, des ratés, des ceci, mais au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, je pense de plus en plus, avec des critiques bien sûr, qu'il y aura dans des fautes, dans ce qu'on va constater dans la marche, on va améliorer petit à petit jusqu'à ce qu'on pourra arriver à ce que nous espérons nous tous. Oui, les pistes de solutions, d'abord, comme j'ai dit au départ, à l'entrée du sujet, chacun doit jouer son rôle. Le gouvernement a un rôle à jouer. Les syndicats ont un rôle à jouer. Les employeurs ont un rôle à jouer. Mais ensemble, s'il y a des solutions où il y a des rôles qu'il faut jouer en synergie, c'est-à-dire ensemble, gouvernement, syndicats et employeurs à la fois. Pour le gouvernement, je reviens, on doit nommer des magistrats qui ont quand même une bonne conscience, qui travaillent avec conscience, à qui on doit enseigner qu'ils rendent justice à leurs concitoyens, à leurs frères, à leurs sœurs. Ils sont nommés pour aider leurs frères et leurs sœurs à retrouver la voie de la justice. Et si la justice joue son rôle, parce que je vous assure, dans tous les pays du monde, contrairement à ce que les gens pensent, personnellement, moi je suis convaincu, le jour où la justice va aller mieux dans le pays, tout le reste va aller. Parce que vous savez, un pays comme aux États-Unis, même le président de la République a peur de la justice. Parce que la justice, c'est l'organe régulateur, un organe de redressement des valeurs, des cultures, des mœurs. Quand quelqu'un a mal fait, il sait qu'il n'y aura aucune intervention. S'il faut aller en prison, quel que soit son titre, il va aller en prison. Et si tout le monde est convaincu, et si la voie est ouverte dans ce sens-là, mon frère, tous les restes, même les vols, même la corruption dont nous parlons va disparaître. Parce que quelqu'un sait que dès qu'on m'attrape, même si je suis général, même si je suis président de la République, même si je suis ministre, ou que sais-je encore, dès qu'on m'attrape, je suis derrière les verrous. Ces jours-là, tout le monde va devenir un citoyen honnête et normal. Prenez la preuve. Nous autres, les Congolais, on nous reproche qu'on ne respecte pas la justice, nous vivons en désordre, interventionnisme, trafic de... Ça, c'est quand on est au Congo. Tous les Congolais désordonnés là, quand il va en France, il devient un citoyen normal. Quand il va aux États-Unis, il devient un citoyen normal. On y craint. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur-là sait qu'ici, ce n'est pas le Congo. Personne ne viendra intervenir. Si c'est une faute, ça sera sanctionné comme une faute. Quel que soit son rang. Il sait que c'est comme ça et il adopte des attitudes, un comportement conséquent par rapport à cette culture-là. Quelle culture? La culture où personne ne viendra intervenir, personne ne viendra corrompre. Et là, tout le monde se redresse. Et donc, si cette culture-là aussi entre chez nous, mon frère, je vous assure, les pistes de solutions, c'est pour moi, dès que la justice va retrouver les rails et la voie de la justice, quand la justice va retrouver la voie de la justice, tout le reste va se redresser. Deuxième chose chez les travailleurs doivent aussi aider l'État, même aider la justice à rendre la justice. Ça veut dire quoi? Se rapprocher de la justice, donner les éléments qu'il faut, coopérer avec la justice, coopérer avec les institutions, de manière à ce que l'institution manque, si moi j'ai cela, je donne à l'institution pour que l'institution fasse bien son travail. Ça, c'est ce que nous devons faire. Mais pour cela, tous les travailleurs, vous savez, ne peuvent pas aller vers la justice. Dans les pays organisés, l'État donne un rôle aux syndicats. Et l'État assiste même les syndicats à jouer son rôle
comme il assiste les autres institutions. La police, l'État aide la police à faire son travail, n'est-ce pas? L'État aide les gouvernements à faire son travail. L'État aide les magistrats à faire leur travail. Mais ici chez nous, l'État n'aide pas les travailleurs, n'aide pas les syndicats à faire son travail. Pourquoi? Parce que l'État pense que les syndicats est un emmerdeur. Ou c'est que non. Les syndicats maintenant, ça entre même dans les contextes internationaux, ça entre dans les contextes de ce qu'on appelle la société civile active. La société civile la plus active, c'est les travailleurs. Pourquoi? Les travailleurs, ce sont eux qui payent l'impôt. Pour construire cette nation, on prélève les impôts sur les salaires des travailleurs. Et donc ces gens ne sont pas négligeables. Mais en retour, qu'est-ce que les travailleurs ont en contrepartie des impôts qu'ils donnent? Il n'y a rien. Aucun. Alors si l'État ne peut pas aider chaque travailleur individuellement, l'État peut aider les structures des travailleurs pour que ça fonctionne mieux, pour que ça existe mieux. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, l'État nous aide à nous diviser. L'État aide les syndicats à se diviser, à se fragmenter, à se désorganiser. C'est ce que l'État fait dans notre pays. Donc, l'État ne peut pas regarder pour dire non. Par exemple, nous, les syndicats, il y a plusieurs syndicats dans les pays qui sont inutiles. Parce que parfois, c'est quelqu'un avec sa famille, ses frères, ses enfants, sont avec son clan. Seulement, il devient un syndicat. Mais dans d'autres pays, il y a des paramètres et des critères. On voit pendant plus ou moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, les syndicats ont fonctionné. Quels sont les syndicats qui reviennent, qui sont les plus représentatifs? On coupe la poire, on dit bon, on a constaté que depuis 20 ans, on dit, ce sont les mêmes syndicats. Bref, on coupe. Le reste là, c'est pour un peu diviser. Non, nous, on a besoin de meilleurs partenaires. Des partenaires qui pèsent et qui comptent. Pour que nous, on discute avec eux. On ne va pas discuter éternellement avec tout le monde. On coupe, on dit, bon, désormais, les syndicats les plus représentatifs, ils sont un peu limités. Hein, ils sont 6, 7, 8, je ne sais pas combien, mais quelque chose de raisonnable. On dit, désormais, les syndicats qui comptent pour nous, l'État, qui sont nos partenaires, ce sont ces syndicats. On demande à tous les restes des travailleurs, affiliez-vous à un de ces syndicats, parce que c'est au moins représentatif, c'est au moins significatif. En ce moment-là, l'État donne un peu de moyens à ces syndicats. Il dit organisez-vous, parce que moi j'ai besoin de partenaires qui sont organisés. Je voudrais les consulter pour beaucoup de choses. Je ne voudrais pas aller consulter des gens dans leur clan, dans leur famille, tout ça, parce que nous sommes un grand pays, une grande nation. Donc, en ce moment-là, l'État aura aidé les travailleurs à se structurer, à s'organiser, et il va prendre parmi les syndicats maintenant les mieux structurés, les plus organisés. Il dit, vous êtes des partenaires, venez, on discute avec vous. Il y a tel problème. Qu'est-ce que vous pensez? Voici moi ce que je vais faire. Quel est votre point de vue? On discute et puis on donne des propositions. L'État va, il prend l'impérium, il applique les résolutions qu'on aura prises. Avec les employeurs, la même chose. Il faut que l'État aide. Vous savez que l'État chez nous ici, c'est un État vraiment, comme on dirait, un État contre les citoyens. Notre État, quand vous lisez les lois sur les investissements, l'État favorise les investissements étrangers. L'État actifie l'investissement interne. D'abord, l'État congolais ne paye pas les dettes des investisseurs locaux. Tous les Congolais qui ont emprunté des choses à l'État, l'État ne les paye pas. L'État paye la Banque mondiale chaque mois. La Banque mondiale a investi même notre banque centrale. Il s'est érigé là-bas et c'est lui-même qui dicte payer celui-là, payer celui-là. Et c'est là contre nos intérêts. Par contre, les investissements extérieurs, quand ça vient, on exonère. Quelqu'un vient avec des milliards, au lieu que l'État dit non, monsieur, comme tu as beaucoup d'argent, je prends un peu là-dedans avec des taxes. Non, l'État a pris des mesures pour exonérer ceux-là même qui devaient payer. Et il va, vous suivez tous les jours ici, non? Les policiers se promènent dans toutes les rues de la ville ici. Quand ils voient un petit ligablo, des mamans, des jeunes garçons qui se débrouillent avec des cartes, il vient, il écrase cette table-là, il arrête les gars, il les bastonne, il les frappe. C'est pour assainir la ville? Non, assainir la ville, ce n'est pas ça. L'État a le rôle d'encadrer ceux qui veulent prendre des initiatives. L'État n'a pas le rôle seulement de brimer les gens. Ces gens-là expriment un besoin, peut-être en désordre. Tout ce que l'État devait faire, c'est quoi? Les recenser. Pour dire non, monsieur, vous occupez les rues. Moi, je ne veux pas vous voir ici dans les rues. Mais j'ai compris que vous voulez vendre quelque chose.
puisque vous voulez vendre quelque chose, moi, je vous propose, il y a un endroit que j'ai préparé. Quittez ici, allez vendre là-bas. Voilà un encadrement. Mais quand vous venez vous chasser les gens, d'accord, vous voulez qu'ils aillent où? Chasser, ce n'est pas une solution. Il faut, ce sont des citoyens congolais. Ils expriment un besoin de vendre, de faire les affaires, de faire des petites affaires. Vous les brimez, vous les chassez en proposant quoi? Rien. On ne propose rien, juste on casse la table. On vole un peu d'argent qu'ils ont là, les policiers volent un peu d'argent, confisquent l'argent, ils mettent dans leur poche. Ça ne va pas chez l'État, dans la poche du policier qui fait cet exercice. Il se sert, il prend l'argent d'autrui. Bon, demain, comment est-ce qu'on aura des petits investissements? Demain, comment on aura des moyens petits investissements? Et même, vous êtes vous-même témoin, là où c'est protégé, là où on a dit que les petits commerces c'est pour les Congolais. Tous les Libanais sont dans des boutiques ici, dans des boulangeries, dans des magasins. Ces choses-là sont interdites. Et l'État a consacré cela. Et quand vous allez parler, vous trouvez devant ces boutiques. Qu'est-ce que vous trouvez, monsieur le journal? Qu'est-ce que vous voyez quand vous passez là? Vous trouvez des policiers qui gardent des boutiques. Des boutiques de qui? Pas de Congo. Mais c'est un policier qui est payé par les travailleurs congolais. Mais il va protéger qui? Les étrangers. Qui en plus ne payent même pas les impôts, volent les impôts, trichent dans les impôts. Et c'est eux qui sont mieux protégés que nous, les citoyens congolais, que nous, les travailleurs qui payons. Lorsque nous faisons grève, qu'est-ce que vous voyez? Les policiers viennent frapper, viennent arrêter, viennent brutaliser. Mais tous ces gens qui volent les impôts de l'État, qu'est-ce que vous remarquez? L'État a donné même des policiers pour protéger ces vols-là, pour garder ces vols-là. Vous pensez, quand vous dites quand on dit des discours d'ici 2030, horizon, c'est bien beau. Ça, c'est les discours. Cela ne deviendra effectif qu'en mettant certains mécanismes. Ce n'est pas automatique. Dans ce pays, à l'époque de Mobutu, on disait objectif 80. Quand nous sommes arrivés, quand on était vers les années 70, tout ça, on disait 74, 70, objectif 80. On arrive en 1980, rien. On s'est dit, on a donné d'autres discours, d'autres slogans. Non, les horizons 2030 dont on parle, l'émergence, c'est les résultats d'un travail. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Ce n'est pas un discours. Vous passez, vous faites un discours, on vous applaudit. Vous dites qu'en 2030, nous sommes un pays émergent. Avec d'abord l'argent de qui? Avec l'investissement étranger. Et l'État a mis même des lois et des mécanismes pour que ces gens exportent. Et les produits qu'ils produisent et l'argent de l'État congolais a mis les mécanismes pour exporter et l'argent et nos minéraux et nos richesses. Ça part dehors. Ils ont très bien mis ça. Et le vote a été fait à l'Assemblée nationale. Avant ce vote-là, vous savez, qu'est-ce que la Banque mondiale finançait des séminaires. Les parlementaires vont suivre les séminaires et pour voter les lois selon la volonté de qui? Selon la volonté de la Banque mondiale, selon les intérêts de la Banque mondiale, les investissements étrangers. Et puis après ce séminaire, une loi passe au Parlement et puis c'est voté, on applaudit, ah, la loi minière, la loi minière, ah non, la loi sur la forêt, la loi sur les bois, contre les Congos, contre les Congolais, contre l'investissement congolais. Alors vous allez atteindre l'émergence 2030 par quoi? Lorsqu'on arrivera à 2030, l'argent du cuivre du Katanga dont on se sert là pour dire tout ça, tout cet argent sera bien logé à New York, dans les banques de New York, de Grande-Bretagne, de la France, il n'y aura aucun rond au Congo de cet argent. L'émergence, ça sera une coquille vide, il n'y en aura même pas. C'est du poudre. Or, les grands investissements, c'est dans le Congolais. L'État devait prendre des décisions, même sur toutes les lois. Dans certains domaines, on dit, vous ne pouvez pas investir dans ces domaines si vous n'êtes pas avec un Congolais. Vous venez avec, oh non, j'ai 30 milliards, vous investissez dans les mines. Très bien, monsieur. Mais voici, on est d'accord à une seule condition. Dans tes affaires-là, tu dois avoir au moins des actionnaires congolais avec toi. Voilà la seule condition. Si tu es d'accord, tu es entré, tu fais. Comme ça, ils apprennent aussi aux Congolais à investir, à gérer. Et après des années, on aura des Congolais qui aiment leur pays, qui laissent leur argent ici. Mais ces gens, demain, dès qu'ils meurent, son enfant qui est à Londres dit, moi, je n'ai jamais été au Congo. C'est mon papa qui était là, je n'ai pas besoin de... Ramenez-moi tout l'argent ici.
Et on amène tout là-bas. Le Congo, qu'est-ce qui va rester? Il va nous laisser de l'autre des gens qui ont attrapé des maladies professionnelles, hein, issues de ces entreprises-là. Et puis l'État restera avec des malades au Congo. Tout l'argent sera parti en Belgique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et partout ailleurs. Est-ce que c'est ça? Non, les pistes de solution, l'État doit revenir au Congo. L'État congolais, c'est d'abord pour les Congolais. D'abord pour les Congolais. Les étrangers doivent venir bénéficier, profiter du système congolais au Congo et non pas profiter du système du Congolais pour l'étranger, comme l'État a mis tous les mécanismes actuellement dans toutes les entreprises, dans toutes les lois. Vous ne trouvez rien. Les Libanais, même dans les petites boulangeries, même, et les combles de tout, même FPI ici, les fonds de promotion pour les industries. Ceux qui bénéficient le mieux de ces financements, ce sont les étrangers. Or, c'est les fonds du Congo. Ces gens ont laissé leur argent dans leur pays. Congolais en font la demande. Mais il ne suffit pas de créer cette structure. Il faut aussi éduquer, former les Congolais, comment on formule les demandes pour avoir cet argent. Tout ça prend, non, monsieur les journalistes. L'État a intérêt à former, pas seulement à punir, à arrêter, à brimer. Et l'État fait beaucoup plus. Ce qu'on fait exceptionnellement, l'État en fait quotidiennement. Ce qu'on fait quotidiennement, l'État en fait l'exception. C'est ça dans notre pays. Et ça, il faut qu'on renverse la tendance. La tendance est la pyramide des valeurs. On doit inverser. Pour l'instant, on a extériorisé la gestion. On a extériorisé la vision. On a extériorisé même nos lois sont faites pas pour les Congolais, pas pour l'intérêt du Congo, pour satisfaire. Le OADA dont on vous parle ici, le OADA, on a ouvert disons, les marchés congolais à tous les investisseurs du monde. Mais au Congo, vous êtes journaliste, vous connaissez à combien de milliardaires congolais? Donc on a ouvert notre marché pour ceux qui ont l'argent dans le monde entier viennent prendre nos richesses, notre sous-sol et ils vont répartir. Aucun Congolais n'est compétitif. Hein? Donc dans cette compétition de venir acheter au Congo les sols, les richesses et les biens, aucun Congolais n'est prêt. Alors pourquoi on ouvre un tel marché? Pourquoi on ouvre? Pour que les autres viennent prendre tout et répartir? Et c'est ça aimer le Congo? Et c'est ça l'intérêt du Congo? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, nous sommes loin de comprendre des choses et nous risquons de les regretter amèrement plus tard et ça sera trop tard. Voilà pourquoi et je pense de telles émissions, votre émission, moi j'aimerais que vous puissiez faire de telles émissions pour nous confronter avec des ministres, des gestionnaires qui sont au pouvoir, avec les gestionnaires des entreprises. Appelez-les qu'on discute Congo, qu'on discute l'avenir, les demain du Congo, les affaires demain au Congo, la relève demain au Congo, l'émergence demain du Congo. Ça ne doit pas être l'émergence du Congo, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Parce que le gouvernement n'amènera jamais le Congo à l'émergence. Ce sont les hommes d'affaires qui vont amener le Congo à l'émergence. Alors si on fait de l'émergence du Congo l'affaire du gouvernement, on a tapé à côté. Il faut plutôt impliquer les acteurs qui vont amener le Congo à l'émergence, à ce débat-là, à cette stratégie. Qu'est-ce qu'eux pensent? Et le monde des affaires travaille avec qui? Avec les travailleurs. C'est avec les travailleurs. Impliquer les hommes d'affaires, impliquer les travailleurs. Comment vous voyez? Est-ce que vous savez que dans les histoires qu'on a mis ici, comment les taxes qu'on a mis ici sur les factures, TVA, est-ce que, monsieur le journal, vous savez que l'État a fait un cadeau, un beau cadeau aux Libanais et aux autres malhonnêtes qui sont ici? Dans quel sens? Mais dans nos factures là, ils mettent la TVA là, mais ils ne versent pas. C'est-à-dire, on leur a donné maintenant et les bénéfices et cette TVA sur beaucoup d'alimentations que vous voyez ici. Beaucoup de magasins que vous voyez ici. TVA. D'ailleurs, pour que l'État contrôle bien, il devait savoir combien ces gens ont. Or, l'État se réfère à quoi? À leur déclaration.
quelqu'un a 100 000 marchandises, hein, pièces, l'État lui demande, il dit non, jamais 200. D'abord, est-ce que l'État lui-même avait miré cette mesure-là? Pour ça, même quand vous allez en France ou en Afrique du Sud ici, vous arrivez à l'aéroport, mais on ne contrôle pas seulement la TVA, on contrôle votre stock de marchandises au départ, parce que pour que quelqu'un paye bien la TVA, il faut que vous maîtrisiez, n'est-ce pas, ce qu'il a. Parce que la TVA se paye sur quoi? C'est sur les marchandises. Si au départ l'État ne sait pas combien de marchandises moi j'ai, comment il va contrôler ce que je paye? Comment il va contrôler? Parce que c'est le nombre de marchandises que j'ai fois le TVA que l'État fait dire non monsieur tu as bien payé ou tu as mal payé. Mais lorsqu'il n'y a pas cette politique-là, il y avait un service de comment on appelle affaires économiques, hein, à l'époque, qui contrôlait les marchandises à l'entrée, dans les magasins, dans les dépôts, pour savoir effectivement, et là effectivement un contrôle. Et pour que toutes ces données-là servent à la taxation, parce que comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si vous ne contrôlez rien, il n'y aura jamais de confiance. Comment voulez-vous que les gens se fient si au départ l'État n'a pas le pouvoir de contrôler? C'est un véritable problème. C'est un grand chantier. Les grands chantiers, c'est ce travail-là. C'est ce travail-là qu'il faut faire et non pas des discours. Sinon, nous resterons dans les discours qui resteront creux et rien ne va se concrétiser. Parce que le développement d'un pays, ça n'a jamais, mais alors jamais été l'affaire du gouvernement. Jamais. C'est l'affaire des opérateurs de terrain. Ceux qui sont sur le terrain, ce sont eux. L'État, c'est seulement un régulateur, comme un arbitre. Il va arbitrer, organiser les marchés des affaires, organiser les marchés du travail et laisser les compétiteurs aller. C'est comme un terrain de football. Est-ce que sur le terrain de football, les matchs, c'est l'affaire de l'arbitre ou des équipes? C'est l'affaire des équipes. Mais lorsqu'un arbitre veut faire du match son problème ou son affaire, est-ce qu'il va se jouer un jeu? Pas du tout. Oui, pour la convention collective, je dirais en résumé ceci. La convention collective est je dis ce sont des accords additifs en dehors du contrat du travail, en dehors du code du travail. Il y a la convention collective qui vient compléter. Et face à cela, les Congolais n'ont pas la culture de la lecture des conventions, ce qui fait que bon nombre de travailleurs, là où il y a les conventions, ne sont même pas au courant des avantages qui leur sont reconnus dans cette convention. Et donc il faut développer une culture de lecture, sensibiliser les travailleurs pour une culture de lecture des textes, des conventions, des contrats, des codes du travail, pour qu'ils sachent qu'ils ont droit à quoi lorsqu'ils sont en train de prester dans une entreprise. Et pour cela, il faudra que les travailleurs, les employeurs et même l'État aident aussi, parce que c'est un problème national. Il faut que toutes les synergies, tous les efforts soient conjugués dans ce sens-là. Pour la justice, je demande aussi que notre justice soit vraiment juste et qu'elle fasse son travail. Parce que c'est, comme la Bible le dit,
c'est la justice qui élève une nation. Dans une nation, la justice est corrompue, tout le reste, vous pouvez monter, descendre, ça restera corrompu. Le gouvernement ne doit pas se montrer comme un acteur puissant qui impose les règles du jeu. Non. Le gouvernement doit être un régulateur, un arbitre qui appelle les acteurs et dit venez vous tous. Il les met sur le terrain. Il dit maintenant moi je fais l'arbitrage. Qu'est-ce que vous les travailleurs vous voulez? Les travailleurs pas. Qu'est-ce que vous les employeurs vous voulez? Les employeurs pas. Il dit bon moi je suis l'État pour vous tous ici. Bon, vous avez demandé ça, les autres ont demandé ça, mais moi je trouve pour l'intérêt aussi de moi, l'État, de la nation, je pense que je coupe la poire en deux, ou j'arrondis un peu de ce côté, du côté gauche ou du côté droite, pour telle raison. Et puis on engage un débat. Après le débat, les experts entrent en action et conseillent les gouvernements. Le gouvernement met les lois en place. Ce sont ces lois-là qui vont gouverner les acteurs sur terrain, c'est-à-dire les employeurs dans les affaires, les travailleurs dans les entreprises et les lois au niveau du Parlement, au niveau de la justice, chacun respecte la règle et je pense que ça va faire un déclic, un changement qui va faire que les différents secteurs, chacun va se retrouver. Parce que dans ce pays, nous avons vu pourquoi tout le monde aime parler de la politique. Parce qu'ici, on a trouvé au Congo, pour être bien, il faut seulement faire la politique. Les affaires, ça ne donne pas. Vous allez dans les affaires, on vous bouscule, on vous malmène, les politiciens écrasent tout, détruisent tout ça. Bon, tout le monde dit qu'il faut avoir le pouvoir politique pour essayer de vivre et imposer même ses propres affaires. Donc c'est un peu tout cela. Quand nous atteindrons ce stade-là de débat, de discuter, d'arbitrer l'État pour arbitrer, les acteurs pour discuter, et entre eux, les acteurs, et avec l'État, je pense qu'il va s'établir de bonnes règles, et ce qu'on appelle les règles de gouvernance, pour dire chacun joue son rôle, l'État va jouer son rôle, les entreprises leur rôle, les travailleurs leur rôle, la justice son rôle, et je crois qu'il y aura les équilibres, parce que tout cela concourt à une chose, créer des équilibres dans une société. Lorsqu'il n'y a pas de déséquilibre, c'est le plus fort qui impose la règle. Et quand le plus fort impose la règle, ça ne sera pas pour le bien de tous, mais pour son bien, parce que c'est la loi pour lui. Donc voilà un peu ce que je peux conclure.